Merci de nous avoir rejoints sur cet espace snacking du salon Sierra Bake Snack. Le boulanger est-il devenu un véritable restaurateur? C'est la question que nous allons nous poser. La boulangerie d'aujourd'hui, qui ne se limite plus au pain et aux viennoiseries, elle a évolué avec un format hybride mêlant pâtisserie, snacking et même parfois plat chaud à emporter. Ce modèle répond aux nouvelles habitudes de consommation où rapidité et gourmandise vont de pair. Et nous allons recevoir entre autres le directeur général de la Micaline, fondée en 85 en Vendée, qui a été parmi les premières enseignes à structurer ce modèle entre boulangerie, sandwicherie en franchise, et qui a mis l'accent sur la restauration rapide, l'a démocratisée, avec une boulangerie qui a mis en avant le sandwich et qui a professionnalisé ce système. Aujourd'hui, le boulanger s'affirme comme un véritable restaurateur au cœur d'un système en pleine transformation. Et nous allons en parler avec David Giraudot, directeur général de la Micaline, et avec Michael Ballet, directeur associé de Food Service Vision. Absolument, vous avez le droit de les applaudir. Vous vous installez, mettez-vous sur le canapé, vous allez voir, il est très confortable. Je vous donne un micro à chacun. Bonjour à tous. Avant toute chose, je laisse toujours la parole à nos invités pour que vous puissiez vous présenter vous-même avec un peu plus de détails avant de commencer nos échanges. David Giraudot, on commence par vous. Ça marche, ouais. Présenter personnellement ou professionnellement? Professionnellement, j'entends, directeur général de la Micaline. Un mot sur l'histoire de la Micaline. Je disais que vous existiez depuis 1985 avec une création en Vendée. Ouais, on existe en fait depuis plus longtemps que ça, mais on a daté la date d'anniversaire à 1985. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, par rapport à votre introduction, c'est la première fois qu'on faisait une boulangerie dans laquelle on mettait de la restauration rapide. En fait, c'est la raison pour laquelle c'est daté 1985. Donc, en fait, c'est une entreprise familiale qui s'est développée en boulangerie traditionnelle pendant 40 ans, 50 ans, avant de trouver son espace et en tout cas d'ouvrir des nouvelles portes, de réponse à des nouveaux besoins en 1985. Et donc, aujourd'hui, la Micaline, depuis cette pierre fondatrice, c'est 237 ou 38 magasins sur le territoire français, avec une spécificité qu'on a développée en suivant, c'est la franchise. C'est-à-dire 95% des magasins chez nous sont en franchise. Et avec la volonté de développer ce modèle aujourd'hui dupliqué par beaucoup de confrères, qui est de dire la boulangerie, ça répond à différents besoins. La boulangerie traditionnelle telle qu'on la connaît tous, mais également prendre une part dans la restauration rapide avec une signature boulangère. Voilà. On va y revenir en détail. Michael Ballet, Food Service Vision. Oui, bonjour à tous. Michael Ballet, Food Service Vision, effectivement, cabinet d'intelligence économique spécialisé sur les marchés du hors domicile de manière générale, dont la boulangerie-pâtisserie, avec un tropisme particulier en France et à l'international. Alors cette boulangerie, une question un peu générique, mais on va tenter de répondre à la question posée. Cette boulangerie, est-ce qu'elle tend vraiment à devenir un restaurant? Est-ce qu'on a, au fur et à mesure du temps, ouvert son activité à une restauration? Vous avez le droit de répondre l'un après l'autre. La destinée d'une boulangerie, en fait, si on reprend un petit peu dans le temps, c'était pas ça, c'était de répondre à des besoins quotidiens des Français qui étaient je vais acheter du pain pour le ramener chez moi, j'achète de la pâtisserie en période festive et j'achète de la viennoiserie pour le goûter. C'était ça la genèse de la boulangerie. Et puis progressivement, naturellement, l'essence même du produit de base d'un boulanger, c'est le pain. Et dans le pain, on a capacité à faire autre chose avec ce produit-là, c'est-à-dire ajouter des matières à l'intérieur et devenir un moment de restauration. Et je pense que c'est tout bêtement, alors pour ne pas dévoiler de secret, mais ou pour les plus anciens d'entre vous, mais la restauration en termes de sandwich était gérée par les cafés, les bars. C'est-à-dire qu'il y avait dans les bars une proposition d'offres, on va dire sommaire, qui était le rillette, le pâté cornichon et puis le fameux jambon beurre, le jambon beurre qu'on préparait à la commande au comptoir. Qui est toujours présent. Et donc, naturellement, chez une génération de boulangers, on s'est dit pourquoi pas, quoi. En fait, on est capable de proposer cette offre-là
sans trop complexifier le métier. Et oui, c'est ça, sans trop complexifier le métier. Et pourquoi pas, why not, hein, ça se passe comme ça, hein, l'innovation. C'est vous essayez un truc et vous voyez si ça prend ou pas. Hein, en fait, c'est aussi simple que ça. Quelle part de la restauration, enfin, dans votre chiffre d'affaires, quelle part occupe la restauration? Alors après, ça dépend ce qu'on met dans la restauration, mais je dirais c'est du 50-50. C'est-à-dire que la réponse à la boulangerie traditionnelle, c'est 50%, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, et la partie pâtisserie, viennoiserie et sandwicherie, puisqu'en fait maintenant la pâtisserie c'est souvent un dessert à formule du midi, c'est à peu près 50 aussi, donc c'est moitié-moitié. À partir de quand, Michael Ballet, il y a eu une petite transition, je dirais, parce que là, on parle en fait de la sandwicherie au départ. C'est vrai que le boulanger a fait ce qu'il savait faire de plus simple, hein. Il a pris le pain pour le garnir, mais petit à petit, en fait, on a été au-delà du sandwich. On date ça vers quelle époque à peu près? À quel moment on a eu une transition? Alors, ça dépend effectivement ce qu'on met dans restauration, David l'a dit. Si on met dans la restauration la partie sandwicherie, ça a effectivement au moins 40, 50 ans. Il y a vraiment eu une bascule au moment du Covid et post-Covid, sur lequel la restauration, enfin l'offre de restauration des boulangers s'est transformée avec notamment l'arrivée des plats cuisinés, de plats chauds, d'une offre qui était beaucoup plus comparative à celle que l'on peut retrouver dans la restauration. Donc il y a vraiment eu un effet, non pas le début de la naissance, mais très accélérateur de ce mouvement-là, de transformation de la boulangerie sur une offre type restauration à partir de 2021. Est-ce qu'on arrive à avoir un regard aujourd'hui sur, je dirais, la proportion d'établissements, de boulangeries, qui tendent à avoir une part de restauration de plus en plus grande? Oui, on le mesure chez Food Service Vision. Alors, si on se donne quelques éléments de chiffres, la boulangerie-pâtisserie, c'est un marché de 16 milliards d'euros, en gros, en 2025. Un peu plus de 5 milliards d'euros qui sont opérés par ce qu'on appelle le snacking. Donc, c'est effectivement à peu près la moitié des actes de consommation, et en valeur, c'est un gros tiers, on va dire, de la valeur. Et derrière, la part des consommateurs la part de la restauration dans le chiffre d'affaires d'un restaurateur va être extrêmement variable d'un établissement à un autre. On a certains boulangers-pâtissiers qui restent sur le triptyque historique viennoiserie, pain, pâtisserie et qui font zéro de leur chiffre d'affaires en snacking ou en restauration. Et puis d'autres types de concepts qui sont plutôt à 75-80% du chiffre. Donc il y a une grande disparité dans le profil des boulangers. Tous les boulangers ne sont pas des restaurateurs, pour commencer à répondre à la question. Et ce que l'on voit qui bouge très très vite, il y a 2 ans, quand on faisait une typologie des boulangers et pâtissiers en France, le fait de proposer du snacking, c'était un acte qui était différenciateur entre les différentes typologies de boulangerie. Là, on vient de la remettre à jour en décembre 2025, ça n'est plus un axe différenciateur. C'est-à-dire qu'on a une grande majorité des boulangers-pâtissiers qui aujourd'hui proposent une offre de snacking ou de restauration. Est-ce que le client, aujourd'hui, quand il rentre dans une boulangerie, il attend qu'il y ait un sandwich, éventuellement une pizza, une focaccia, enfin toute une déclinaison de travail autour du pain, voire un plat chaud? Vous pouvez répondre, hein, vraiment l'un et l'autre, ne vous sentez pas... Ouais. Je crois que oui, la bataille de l'offre du midi est gagnée pour les boulangers. Je me mets du côté des boulangers. L'offre du midi est gagnée, c'est-à-dire que maintenant, un consommateur qui rentre dans une boulangerie s'attend à avoir une proposition. Vous avez cité, ça peut être ce qu'on appelait les traiteurs avant, focaccia, pizza ou croque-monsieur, ou voire de la restauration classique type sandwich. Je pense que c'est vraiment un attendu. La prochaine bataille pour nous, les boulangers, ça va se situer sur le soir, puisqu'en fait, aujourd'hui, personne n'attend la boulangerie le soir. Si vous allez sur les plateformes, je ne vais pas les citer parce que je ne les aime pas trop, mais si vous allez sur les plateformes, vous allez voir que les boulangers disparaissent à partir de 19h sur ces plateformes-là, n'existent pas en fait. C'est des petits camarades occidentaux qui sont là et qui proposent une offre. Donc oui, la réponse en 2 temps. La réponse oui, les gens s'attendent absolument à avoir une offre de restauration pour le midi, c'est sûr, c'est ancré. On a planté un bâton là, enfin un drapeau. Et puis deuxièmement, non, peut-être prochaine bataille, restauration du soir.
je pense que l'ensemble des boulangers aujourd'hui ne sont pas considérés comme des restaurateurs du soir. Donc la bataille n'est pas finie. Ouais. Est-ce qu'on sait que ça commence, hein, ça émerge. Certains boulangers, effectivement, proposent des plats à emporter pour pallier à un manque d'idées ou d'envie de cuisiner. Mais pour l'instant, c'est vraiment le démarrage. Ça ne prend pas encore beaucoup. Oui, alors ça prend pas encore, il faut une offre pour que ça prenne. Et là où je partage complètement ce que vient de dire David, c'est sur la notion de légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boulangerie, elle est tout à fait légitime pour proposer une restauration du midi. En réalité, le consommateur, mais les consommateurs que nous sommes, on ne se dit pas, tiens, ce midi, je vais aller à la boulangerie ou je vais aller dans tel ou tel lieu de destination. On dit plutôt, j'ai envie de manger un sandwich ou j'ai envie de manger un burger ou j'ai envie de manger un plat chaud. Et le midi, la boulangerie est maintenant une destination qui est consciemment ou inconsciemment complètement ouverte chez les consommateurs pour manger un plat chaud, pour manger un burger, pour manger un sandwich, etc., etc. Donc le job est fait là-dessus. Le soir, c'est effectivement encore un peu différent. On n'a pas des comportements de consommateurs qui sont drivés naturellement vers la boulangerie-pâtisserie. Alors on voit des choses intéressantes, notamment sur les pizzas à emporter, qui sont faites le soir maintenant depuis quelques années par un certain nombre de boulangers qui drainent vraiment du volume. Je rentre chez moi et plutôt que de faire à manger, je me prends une pizza à emporter en boulangerie-pâtisserie pour le coup, et je la mange en famille le soir. Donc on voit des comportements qui se développent. L'offre de restauration du soir en tant que telle est encore relativement peu développée. Ce que l'on voit en signal faible, qui apparaît et qui est super intéressant et qui est un tout petit peu différent, en tout cas qui draine bien cette hybridation du métier de la boulangerie-pâtisserie, c'est la partie traiteur, mais la partie traiteur événementielle. C'est-à-dire que les boulangers ont en réalité tout ce qu'il faut dans leur frigo et dans leur pétrin pour faire des banquets, pour faire des toasts, etc., etc. Et on voit de plus en plus de boulangeries, que ce soit des indépendants ou des chaînes, qui développent et structurent une offre de traiteurs pour accompagner les événements d'entreprise, les événements particuliers, etc. sur cette partie-là. On n'est pas forcément le soir, mais en tout cas, on est sur des moments qui sont à la base relativement peu pris en main par la boulangerie-pâtisserie. Si j'en reviens au soir et au cas particulier, au grand public qui va franchir la porte de sa boulangerie, est-ce que culturellement parlant, on n'a pas un risque que ça ne prenne pas ? Je me fais un peu volontairement l'avocat du diable là-dessus, mais parce que je l'entends bien, pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Mais est-ce que le Français va être capable de se dire qu'il va aller chez son boulanger le soir pour acheter son repas ? Ouais. David Giraudot. Déjà, je vais vous faire une confidence parce que nous, on est donc issus d'une famille de boulangers de plusieurs générations. Et le jour où les places assises sont arrivées dans les boulangeries, la première réflexion, et ça a duré longtemps, ça nous a fait perdre du temps d'ailleurs, ça a été une boulangerie avec des places assises, c'est un salon de thé. À l'époque, c'était un salon de thé. C'est comme ça qu'on appelait les choses. Et donc, on a beaucoup tergiversé autour de ça en se disant « mais faut-il consommer directement dans une boulangerie ?» Aujourd'hui, je crois que la question, elle ne se pose plus. Voilà, je vous l'envoie, mais je crois que la question, elle ne se pose même plus. C'est-à-dire que l'ensemble des boulangeries qui se développent, notamment sur les formats, on va dire, contemporains, sont des formats qui sont plutôt de l'ordre de 400 mètres carrés, voire plus, avec des places assises. Le sujet est clos. Le deuxième élément, c'est après, il ne faut absolument pas rester sur ces fondamentaux. C'est-à-dire que si on imagine que le métier d'aujourd'hui ou le métier de demain sera le métier d'hier, c'est une grosse bêtise. Après, et c'est ce que tu disais, je crois qu'il faut se réinterpréter l'offre. Un boulanger qui fait du burger, bon, je ne suis pas sûr que dans la tête des gens, ce soit l'endroit où on ait envie d'acheter un burger, voire une pizza. Après, ça me regarde dans mes réflexions, mais je ne suis pas sûr. Et je pense qu'on a capacité aujourd'hui en tant que boulanger, avec les éléments qu'on a, nous, à réinventer une vraie offre, une offre de restauration boulangère adaptée au soir, avec les éléments qu'on a, mais en tout cas différente ou différenciante de ce qui se fait à côté. Parce que si on copie la même chose, ce sera une pâle copie des choses, et dans la tête des gens, ça ne fonctionnera pas en fait. Donc ça reste à inventer. Michael Ballet, si on va au bout, et là aussi on est dans les signaux faibles, mais ce qu'on voit apparaître depuis quelques mois en boulangerie, ce qu'on appelle les bakery rêves, c'est les soirées after work où on danse, où on met la musique à fond, on met des DJ. Il y a eu David Guetta dans une boulangerie en France, il y a eu Djibril Cissé chez Maison Beckham, je crois, qui a mixé et qui vient animer la boulangerie, ça danse debout sur les tables, etc. Voilà. Est-ce que demain, les boulangers sont amenés à devenir des discothèques ou des bars dansants ? Je ne crois pas que ce soit le sujet. Non, je ne suis pas sûr, non. Et à partir du moment où on crée un événement,
on voit que ça capte du monde quand on fait les choses qui sont correctement. Un peu plus sérieusement sur le sujet de la restauration, je suis assez d'accord avec David. C'est-à-dire que on ne s'imagine pas tout un tas de contextes traditionnels existants aujourd'hui sur lesquels on se dit bon bah tiens, je vais plus aller au restaurant, mais finalement je vais aller sur la boulangerie. En revanche, que la boulangerie, dans sa capacité d'innovation formidable qu'elle a encore démontrée sur les 5 dernières années, invente une offre qui demain capte un certain nombre de consommateurs sur une offre qui soit très adaptée au soir, quel frein. Je veux dire, au-delà des habitudes des consommateurs, ce qu'ont montré les dernières années dans tous les circuits du hors-domicile, c'est que les barrières pètent, c'est que les comportements des consommateurs switchent complètement. Et donc, pourquoi pas ? Je pense que c'est d'abord une question de proposition des acteurs qui, à un moment, vont se positionner, communiquer, adresser la bonne offre pour la bonne cible au bon moment. N'y aura-t-il pas un choix à faire à un moment donné ? Alors, je ne dis pas pour tous, mais peut-être pour une certaine partie des professionnels, de se dire, suis-je encore boulanger-pâtissier ou suis-je devenu snacker, restaurateur, voire coffee shop ? Est-ce que... Bah voilà les 3 marchés, hein, on y est. Un choix à faire, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose. C'est-à-dire que je suis industriel aussi. On a décrit les métiers de l'industrie avec des nomenclatures et des descriptions qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'un conducteur de ligne aujourd'hui, je reviendrai, je fais une digression, mais un conducteur de ligne aujourd'hui est quelqu'un qui doit gérer des machines informatiques plutôt que de savoir faire le pain directement sur la ligne. Et dans la boulangerie, c'est pareil. C'est-à-dire que considérer qu'un boulanger doit s'enfermer dans quelque chose, à mon avis, non. C'est pas, la description du métier n'est pas celle-ci. Par contre, la dilution, la perte d'un savoir-faire historique, en France, c'est vachement important. La perte d'un savoir-faire historique ou la reconnaissance d'un savoir-faire historique, c'est hyper important. Et en plus, par rapport à ce qu'on dit sur cette diversification des métiers, ou en tout cas des disciplines, il y a quelque chose de fondamental, encore une fois, regard perso. Aujourd'hui, la gestion de masse salariale est peut-être l'enjeu le plus important de demain. C'est-à-dire que la capacité à avoir des gens compétents autour de vous et qui restent avec vous dans votre métier est fondamentale. Et plus vous allez complexifier, on le fait un peu le métier de traiteur chez nous, plus vous allez complexifier le métier, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut savoir faire des sandwichs, cuire du pain, faire des petits apéritifs ou des petits apéros pour les traiteurs, voire servir le soir, plus vous allez être en danger d'un point de vue gestion de la masse salariale. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans un pays où c'est très compliqué d'avoir des gens compétents autour de soi. Et si vous faites différents métiers de manière médiocre, ça va être contre-productif en fait. Vous n'allez pas réussir absolument à montrer les choses. Alors, un vrai combat. Oui, alors justement, à quelle solution peut-on réfléchir aujourd'hui par rapport à ce constat ? Après, c'est une question de curseur. Vous savez, sur la valeur, quand vous créez un produit jusqu'à la vente au consommateur, vous avez un certain nombre d'étapes. Nous, on a été précurseurs dans l'utilisation du surgelé et donc dans la fabrication en amont d'une partie du produit pour la vente au consommateur. Je pense qu'il faut réfléchir ce métier dans ce sens-là, tout en respectant le consommateur par rapport à la qualité du produit. Donc le vrai challenge, il est là. C'est où est le curseur ? Où est-ce qu'on est capable de mettre le curseur ? Est-ce qu'on est capable de faciliter le travail des gens au quotidien dans le point de vente ? Auquel cas, avec un produit de qualité à la fin, auquel cas on peut avancer dans ce domaine-là. Mais ça sera toujours le consommateur final qui va choisir. C'est-à-dire qu'entre un traiteur professionnel, je reste sur ce métier-là, traiteur professionnel qui, lui, a ce savoir-faire historique de faire des belles choses pour des réceptions, et un boulanger qui va vouloir se lancer dans l'aventure, mais avec un savoir-faire moins historique et je dirais plus léger, il faut choisir le curseur. Et à ce moment-là, si vous avez le bon curseur, ça va marcher. Michael Ballet. Oui, si je reviens à la question d'origine qui était est-ce qu'il ne va pas falloir qu'à un moment que les boulangers fassent le choix, de manière un peu provocante, j'ai envie de dire que certains boulangers ont déjà fait le choix. C'est-à-dire que je partage complètement dans la diversification, il y a des grandes complexités en termes de compétences, en termes de type de produits utilisés, en termes de type d'équipement à utiliser pour opérer sur ces différents métiers. On a un certain nombre de boulangers ou de chaînes de boulangerie qui ont choisi de monter des laboratoires pour centraliser une partie de la production et réduire cette complexité-là. À partir du moment où vous ne faites plus votre pain
sur place, vous n'avez plus l'appellation boulangère. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des groupes de boulangeries, pâtisseries, qui ont choisi de ne plus avoir l'appellation boulangerie en externalisant la production de pain. Donc il y a une partie des boulangers qui ont déjà fait ce choix-là en réalité. Et ensuite, notre conviction chez Food Service Vision, c'est que ce métier de la boulangerie qui est de plus en plus concurrencé, en interne, mais aussi par la GMS avec des baguettes à 29 centimes, mais aussi par les coffee shops qui viennent prendre le matin, mais aussi par etc. etc. L'avenir, c'est de sortir par le haut et sortir par la valeur. Et ce choix de la valeur-là impose un standard de qualité sur toutes les dimensions, sur l'expérience proposée, sur l'offre évidemment, sur l'accueil, etc., qui va demander et nécessiter de choisir son métier et où est-ce qu'on met son identité, de manière à tenir ce positionnement-là et à pouvoir résister à l'économie d'aujourd'hui, en tout cas le contexte actuel qui est quand même sacrément chahuté pour tous les acteurs. Cette diversification dont on parle, est-ce qu'elle est applicable à tous les boulangers? Parce que quand on est dans une grande ville comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, j'ai envie de croire que c'est assez simple, mais lorsqu'on habite Quimper, Morlaix, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Alors, je vais commencer à répondre, David. C'est que quand on regarde un certain nombre d'enseignes, je pense à Feuillette, Blachère, Ange, etc., ils ouvrent à Quimper, ils ouvrent dans les plus petites villes. Nous, ce que l'on observe, c'est que oui, c'est très adapté. En tout cas, la restauration boulangère est très adaptée à l'univers urbain, à ce qu'on appelle historiquement, j'aime pas trop l'expression, mais la boulangerie de rond-point. C'est très très adapté sur les zones, globalement, sur les zones de flux. Je serais beaucoup plus interrogatif, effectivement, sur les positionnements très ruraux de certaines boulangeries-pâtisseries. Et en même temps, c'est une question de flux. À partir du moment où on est à un endroit, y compris rural, sur lequel on a du flux, et donc où on a des gens qui, le midi, ont besoin d'avoir une solution de restauration, ou le soir, il y a du potentiel. Ensuite, 100% des boulangeries, des 32 000 et quelques boulangeries en France, n'ont pas choisi et n'ont pas à faire le choix forcément de se diversifier sur la partie restauration, oui, ça c'est certain. On n'a pas un risque de voir disparaître le boulanger du village parce qu'il n'aura pas pu s'adapter à la restauration, en tout cas au sandwich du midi ou à... Non, et ça n'enlève pas l'enjeu de transformation de ces boulangers-là, dont le snacking ou la restauration n'est pas forcément le Graal et la porte de sortie. Ce que l'on observe quand même dans les chiffres, c'est qu'on est dans une érosion du parc des artisans, et que ceux qui tombent sont d'abord des petits points de vente qui sont plutôt en zone rurale. Donc ça n'enlève pas entre guillemets, le danger qu'il peut y avoir sur certains établissements fragiles dans ces zones-là, mais ce n'est pas nécessairement la restauration qui sera la planche de salut de ces boulangers-là. Quel serait leur challenge? On s'écarte un tout petit peu, mais pour ces boulangers de village qui parfois s'éteignent, est-ce qu'ils ont un challenge? Est-ce qu'ils ont comme un levier à activer pour s'en sortir, pour pérenniser leur activité? Alors oui, bien sûr qu'il existe des leviers. Encore une fois, moi, ma conviction profonde, c'est de sortir par le haut, c'est-à-dire d'être vraiment sur une boulangerie-pâtisserie de destination avec une qualité d'offre qui soit vraiment très différente des autres possibilités, notamment le retail, mais pas que. C'est d'avoir aussi savoir aussi adapter son offre à la demande des clients actuels, qui n'est pas la même. Et je connais des gens qui habitent dans des milieux très ruraux et qui ont aussi envie de manger des donuts, par exemple, et pas que les Parisiens ou les Lyonnais qui ont envie de manger des donuts. Donc il y a toute cette transformation de toute façon de l'offre, même si on reste sur la viennoiserie, la pâtisserie et le pain, sur lequel cet enjeu de transformation-là existe. Donc je pense qu'il y a un sujet de qualité, il y a un sujet de revoir son offre et en tout cas d'actualiser son offre aux attentes actuelles. Et puis ce que l'on voit, en tout cas dans les facteurs clés de succès globalement des boulangeries indépendantes, artisanales, où qu'elles soient, c'est que le média de la communication et notamment les réseaux sociaux est un vrai levier pour accélérer son business. Alors je demandais si tous les boulangers étaient capables d'eux. L'autre question, c'est quand on est un artisan, un boulanger indépendant, qu'on veut accueillir du public, qu'on veut s'ouvrir à la restauration, qu'on veut s'ouvrir au coffee shop, ça induit un espace supplémentaire. Est-ce que tout le monde est capable de l'absorber et comment est-ce qu'on doit réagencer sa boutique? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce que vous parliez de Jean-François Feuillette qui a un modèle bien établi avec une superficie qui est assez grande, en périphérie avec un parking devant. Enfin, il y a toute une réflexion, mais quand on est déjà installé... Vous avez un élément pour moi qui est... Bon, le commerce a toujours bougé beaucoup et la boulangerie depuis 15 ans a subi un phénomène migratoire vers les ronds-points. Moi non plus, j'aime pas trop ce terme, mais ils s'appellent les néo-boulangers, donc on va les appeler comme ça.
et un phénomène migratoire qui est de dire la petite boulangerie de centre-ville aujourd'hui, c'est pas l'avenir, c'est en fait la grosse surface par rapport aux boulangeries de 400 mètres carrés, 500 mètres carrés extérieur de ville. Ça a été la même migration pour d'autres métiers, hein, les magasins de meubles, les concessionnaires automobiles. On a connu tout ça en fait. Hein. C'est pas nouveau, mais ça touche le monde de la boulangerie. C'est vrai. Tout ça est vrai. Et donc on a déplacé le marché de la boulangerie au sens perception des gens vers les extérieurs de ville dans les 15 dernières années de manière massive. C'est-à-dire qu'on voit les boulangeries, tu parlais les très bons artisans, quelque part, vont essayer de pérenniser leur affaire dans les centres-villes. Malgré tout, on voit des fermetures relativement importantes dans les villes moyennes françaises, dans les centres-villes. Ceci dit, si je prends le monde de la grande surface a fait exactement la même chose avec 20 années d'avant. C'est-à-dire ils sont partis directement sur les extérieurs de ville. Les épiceries de centre-ville sont parties, ça n'existait plus. Et tout le monde a fait du gigantisme, de l'hyper, du machin, enfin des très grandes surfaces. Et aujourd'hui, on voit quoi? On voit que par pérennité des centres-villes, la France est très attachée aux centres-villes. La politique commence à comprendre l'intérêt d'avoir des centres-villes vivants. Et il y a un retour notamment de toute la GMS vers les centres-villes. Donc, c'est du pendulier en fait, enfin c'est du pendulaire pardon. C'est quelque chose qui est normal dans le sens habitude de consommation. Aujourd'hui, prendre sa voiture pour aller acheter une baguette, c'est peut-être moins dans l'air du temps. Donc il faut rester dans les centres-villes. Moi je parle pour ma paroisse, on a 190 magasins dans les centres-villes. Donc il faut rester dans les centres-villes. Par contre, il faut s'adapter à la consommation. C'est-à-dire que ceux qui vont rester, les étudiants, ceux qui vont rester dans les centres-villes, ils ont envie aussi de consommer dans l'air du temps, en fait. Ils veulent une boulangerie qui leur permette d'avoir, tu parlais de donuts, mais qui leur permette d'avoir de la restauration, des choses sur lesquelles ils ont envie de craquer, en fait. Donc pour moi, non. Par contre, il faut se réinventer. Imaginez qu'on va rester avec des racines de la boulangerie traditionnelle en disant nous, c'est comme ça qu'on marche et pas autrement, c'est très dangereux. Oui, ce que l'on voit dans les centres-villes notamment, à un moment, on ne peut pas pousser les murs. Donc il faut repenser son point de vente, ça c'est certain. Ouais. Et ce que l'on voit, qui est fait de manière très très maligne par un certain nombre de boulangers, c'est de faire évoluer beaucoup plus tout au long de la journée la manière dont est organisé son point de vente. Encore une fois, pendant le Covid, les boulangers étaient restés ouverts. Ils ont eu l'autorisation des mairies de mettre des tables dehors. Je veux dire, ça n'a pas été très compliqué pour tous les boulangers de se mettre une petite terrasse. Ça a été fait de manière très très opportuniste au sens, à un moment, par la contrainte du confinement qui était en place. On voit facilement certaines boulangeries-pâtisseries qui ont derrière 50 000 sortes de pain, dont c'est plus forcément la demande d'avoir autant de largeur de pain sur une consommation qui structurellement a tendance à décroître, réduire la surface de pain qu'on a derrière pour mettre une machine à café et proposer derrière une gamme de boissons chaudes, gourmandes, cappuccino, etc., de manière un peu plus qui colle à la demande d'aujourd'hui. Et de manière générale, on voit les banques changer au fur et à mesure de la journée et pas proposer du tout la même chose dans les rayons entre 8h et midi, puis à midi, puis l'après-midi, etc., etc. Donc les solutions ne sont pas forcément simples. C'est plus simple à agencer quand on a 400 mètres carrés que quand on a 50 mètres carrés ou 20 mètres carrés quand on veut adresser tous les moments de la journée. Ça demande de l'agilité, mais en réalité, il y a des solutions aujourd'hui, y compris technologiques, avec des banques qui gèrent le froid, le chaud, etc. Enfin, il y a des choses qui permettent de le faire. Ça demande de l'investissement et ça demande de penser ce que l'on a envie d'adresser comme moment de consommation. Par contre, il y a un point, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis, il y a un point super important, et je pense que l'après-Covid est complètement différent, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des modèles économiques de l'ancien monde avec des bailleurs, j'espère qu'il n'y a pas trop de bailleurs dans la salle, mais avec des bailleurs qui pensent qu'ils peuvent avoir des rentes super importantes comme ils avaient avant, et que si on veut permettre à des boulangers de se développer et de s'agrandir, finalement, parce que faire une salle de restauration, c'est s'agrandir, c'est racheter le commerce d'à côté, c'est l'exploiter, il faut pouvoir avoir les propriétaires des murs autour de la table et dire les gars, moi je suis d'accord pour vraiment être dynamique dans la ville, mais vous ne pouvez pas me faire des loyers comme ça parce que sinon je ne pourrais pas supporter les 2 loyers. Et on est dans une bataille
Nous, Micaline, on pensait que cette bataille allait être gagnée un peu plus rapidement, c'est-à-dire que ces modèles économiques allaient se réaligner par rapport à la réalité. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a vraiment aujourd'hui des gens qui sont accrochés à leur rente de loyer et qui empêchent finalement les boulangers, les boulangers et d'autres, hein, de se développer correctement dans des bonnes, on va dire, des bonnes configurations d'exploitation qui leur permettent de gagner leur vie. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça, parce que vous voyez les centres-villes aujourd'hui des villes moyennes, il y a à peu près 10-12% de vacances dans les centres-villes. Il y en a beaucoup qui sont à côté de boulangers existants, et que ça serait bien que tout le monde se mette d'accord pour laisser ces gens-là faire le métier de demain, quoi. Oui, il y a un sujet immobilier, c'est clair, et c'est encore un métier que les boulangers doivent apprendre à manager pour pouvoir grandir. Mais j'ai l'impression que certaines municipalités sont aussi conscientes de ce problème-là et aident à l'installation des jeunes boulangers ou veulent pérenniser l'activité du boulanger dans un village et transforment une poste qui n'existe plus et prend les travaux à ses frais pour en fait qu'une boulanger vive et permette à ce village aussi finalement de vivre. Ouais, on le voit effectivement dans le monde rural, que ce soit pour la boulangerie, mais ou le café du coin, etc. Pour le lien social et la vie des villages. C'est plus compliqué dans les villes où notamment on a aussi des acteurs qui sont devenus complètement différents, des fonds d'investissement souvent internationaux, étrangers, qui ont la main mise sur des quartiers où là le dialogue est beaucoup plus compliqué. Disons que le développement de la ville n'est pas dans la priorité des fonds émiratis, américains ou russes. Donc ça pose d'autres problématiques. Et dernière question pour boucler notre boucle. Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, certains boulangers pourraient avoir une partie de restauration où les gens viendraient s'attabler le soir pour manger un plat ou quelque chose peut-être à base de pain? À toi de développer ta feuille de route pour les 10 ans. Okay. Assez concise la réponse, je vais le faire si c'est possible. Juste un rappel. En 2008, on pensait que c'était possible. On a lancé un premier point de vente en 2008 à Poitiers avec un format qui avait pour ambition de développer la restauration du soir, avec du drive en plus. Mais on devait sûrement être trop tôt, je ne sais pas. On a essayé des choses, on est fabricant aussi, donc on a essayé tout un tas de produits. Moi, je crois que c'est possible. 2008, c'était il y a 18 ans. Il faut réfléchir à une offre, encore une fois, qui soit avec une signature de boulanger. C'est essentiel. Si c'est faire de la pizza ou du burger, il faut oublier. Enfin, pour moi, il faut oublier. Mais on a ça dans les gènes. On est capable de faire. On a été capable de faire la restauration du midi. On sera capable de faire la restauration du soir. L'important, c'est de tester, d'essayer, d'être ambitieux et de persévérer, mais on y arrivera. Un dernier mot, David. Et après, si vous êtes d'accord, on va donner la possibilité aux personnes qui sont venues assister à cet échange de poser des questions. Oui. Enfin, en dernier mot, ce qui est certain, c'est que l'hybridation, en tout cas le fait de faire évoluer les modèles de boulangerie-pâtisserie, c'est une nécessité pour tous les boulangers-pâtissiers, puisque les contraintes sont fortes, que ce soit les contraintes de matières premières, d'énergie, de personnel, le développement des différents niveaux de concurrence d'un côté, et tout un profil d'entrepreneurs du monde de la boulangerie qui nourrissent des plans de développement, qui sont là pour gérer des business et faire développer des business. Et pour développer des business, il faut du cash. Et donc, il faut des modèles qui soient rentables. Le moment du soir, et David l'a dit, c'est sans doute le prochain défi de la boulangerie, en tout cas de capter une partie de la consommation du soir, des euros qui sont sortis par les Français. C'est certainement un enjeu de la boulangerie-pâtisserie pour aussi asseoir la rentabilité et la robustesse. Merci messieurs. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Il vous suffit de lever la main et je viens vous voir. Pas de questions? Vous êtes sûr? Voilà. Je vous tiens le micro. Bonjour, moi j'aurais une question par rapport à la conception de cette offre. C'est-à-dire qu'on voit effectivement sur l'univers boulangerie, le sandwich qui est un impondérable, et après des univers effectivement plats chauds, salades, etc. Quelle serait pour vous un peu l'offre idéale sur une partie snacking en boulangerie? Ben, je vous le dirai pas. Non, je crois qu'en fait, nous, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, quand vous regardez la raison d'être d'un boulanger, il répond à un consommateur avec un produit, avec une base de produits matières premières qui s'appelle la farine. Donc il ne faut pas s'éloigner de ce truc. C'est-à-dire que la farine,
doit être l'élément numéro 1 de l'offre de demain. Mais bon, avec cette farine-là, on fait plein de choses. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans le monde entier. Donc, mais je crois que en fait, le plus important, si les gens, s'ils ont envie de trouver un rapport ou une légitimité, quand vous proposez quelque chose, quand Apple propose quelque chose, on comprend immédiatement pourquoi il propose telle chose, même si ça coûte 2000 $. On le sait en fait, au fond de nous-mêmes. Un boulanger doit travailler sur cette offre-là et ne doit pas se travestir, encore une fois, même si je parlais des produits qui sont faits à base de farine, mais un boulanger ne peut pas se travestir. Conforama ne sera jamais un antiquaire. Voilà. Donc un boulanger doit rester fidèle à ses racines. Merci David Giraudot. Une dernière question ? Je vous tiens le micro, monsieur. Une fois que l'offre aura été définie, et je suis d'accord avec le fait qu'elle doit être base farine, le premier frein ne va-t-il pas être le fait qu'il va falloir travailler avec les plateformes? Ces plateformes en restauration pèsent 30-40% de chiffre d'affaires, parfois plus, en restauration rapide. Ça veut dire que ça va obliger la boulangerie à rester ouverte tard le soir, avec les impacts de masse salariale dont on parle. Donc il faut le volume qui va derrière, etc. Donc est-ce que le premier challenge, il n'est pas la capacité à organiser le business avec une amplitude horaire encore augmentée si on passe le soir? Vaste sujet. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Je le disais tout à l'heure, en fait. Aujourd'hui, compte tenu du métier actuel qui considère une fermeture à 20 heures ou dans ces eaux-là, on est déjà en difficulté. C'est-à-dire qu'on est déjà en difficulté pour recruter des gens. Les restaurateurs sont bien placés pour savoir qu'aujourd'hui, la restauration classique, c'est une profession qui est en difficulté, pas forcément par rapport à son offre ou son positionnement, mais par rapport à la gestion de ses hommes. Donc il y a des challenges, c'est-à-dire, oui, il y a des challenges par rapport à ça, par rapport à la gestion des ressources humaines, par rapport à la formation et toutes ces choses-là. En même temps, sur les modèles économiques actuels, notamment sur des modèles qui coûtent de plus en plus cher, la question va se poser, parce qu'à partir du moment où vous avez un modèle physique qui est posé avec des charges d'exploitation, ce que vous savez, j'imagine, des remboursements, des emprunts et choses comme ça, l'idée, c'est d'exploiter au maximum votre emplacement physique. Donc il va falloir juxtaposer ces deux histoires-là et de se dire jusqu'où on va. Alors c'est vrai que la première question, ça a été la première réponse, ça a été la notion du moment de l'apéritif, qui est un moment en général assez creux pour une boulangerie qui dope un petit peu le marché. Donc il y a une première réponse. Et votre interrogation sur les plateformes, écoutez, elle est entière. Soit vous augmentez les prix de 40% et auquel cas vous négociez, vous êtes en guerre avec la plateforme pour être pas en 17e page de la proposition. Soit vous vous soumettez et vous avez perdu 40% de marge sur la vente de votre produit. La réponse est sûrement à peu près au milieu. Oui, de toute façon, la réponse, elle est dans votre question. C'est-à-dire que c'est pas possible de ne pas imaginer qu'un certain nombre de boulangers, s'ils développent le soir, ne regardent pas la livraison comme un axe de leur business model. Et fondamentalement, on ne construit pas le même business model quand on a un opérateur de livraison qui est dans l'équation. Donc forcément, ça va amener, encore une fois, les boulangers à repenser aussi par leur business model. C'est pas forcément nécessairement rentable et solide pour assurer la pérennité que d'investir sur un moment du soir si on est confronté à des problématiques RH, si on est confronté à des agrégateurs qui prennent une part trop importante du gâteau. Ce que l'on observe, malgré tout, c'est que la livraison, elle est de plus en plus présente dans les boulangeries-pâtisseries. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de boulangers-pâtissiers qui sont sur les plateformes. J'ai du mal à imaginer que 100% soit 100% perdant, en tout cas 100% des présents sur ces plateformes soient forcément perdants. Donc il y a un business économique qui est à repositionner, ça c'est certain. Les horaires d'ouverture, c'est un sujet qui sera évidemment important. Ce que l'on voit aujourd'hui, quand même, c'est plutôt des fermetures qui ne sont pas au-delà de 20 heures, en tout cas sur les boutiques, et sur du travail avec des extras, quand on est par exemple sur du travail de traiteur, etc. C'est-à-dire que vraiment des équipes dédiées sur cette nouvelle activité. C'est une problématique de business model à repenser, ça c'est certain.
On pourra y consacrer une autre table ronde, peut-être lors du prochain Sierra Bake Snack. Merci infiniment, messieurs, d'être venus échanger sur ce sujet, le boulanger véritable restaurateur. David Giraudot, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, directeur général de la Micaline, et Michael Ballet, directeur associé de Food Service Vision. Le temps d'une courte pause et nous allons accueillir Jean-François Feuillette pour une interview et nous continuerons à parler de ces boulangeries comme un lieu de vie.